L'euro a-t-il nécessairement l'austérité pour corollaire? Que la crise ait eu la rigueur budgétaire pour conséquence ne fait aucun doute, et que le carcan de la monnaie unique ait joué un rôle majeur dans les dévaluations internes non coordonnées et mal dosées relève de l'évidence. Que les critères de stabilité, à la fois la cible des 3%, mais surtout l'impératif de revenir à plus long terme sur une cible de moins 0,5 à moins 1% de déficit structurel, ait amplifié l'ajustement et imprime longtemps sa marque sur le cours des politiques publiques est difficilement contestable aussi. Mais la question que je soulève ici est plus générale. Même si nos écarts de compétitivité étaient résorbés à terme, doit-on considérer que l'euro génère une sorte d'austérité permanente, même en régime de croisière? Il faut rappeler d'abord que les critères de stabilité ont été conçus essentiellement pour servir de garde-fou au cours d'un cycle normal de croissance. Leur but était d'éviter que les déficits ne se creusent excessivement en phase basse du cycle et de faire en sorte que les pays constituent des réserves en phase haute. Les critères, tels qu'ils ont été définis, n'avaient rien de très brutaux et n'étaient pas destinés à instaurer une austérité permanente. Ils laissent même un petit espace à des politiques discrétionnaires de soutien à l'activité à partir du moment où les économies parviennent à centrer leur déficit structurel autour de l'équilibre. Et le cheminement vers cet objectif structurel de quasi-équilibre à moyen terme était avant la réforme du six-pack de 2011 un non-dit laissé à l'initiative de chacun des pays. Tous ces mécanismes, prévus pour régime de croisière, sont évidemment pervertis en cas de choc lourd qui affecte le potentiel de croissance. Et après 7 ans de rigueur, des pays comme la France, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande ou le Portugal ont encore des déficits structurels voisins ou supérieurs à 2% du PIB. Or, ces pays représentent près du tiers du PIB de la zone euro. Cela signifie que sur le papier, les objectifs à moyen terme auxquels ils ont souscrit les engagent à réduire d'un demi-point leur déficit structurel chaque année. Les règles de stabilité européennes n'ont donc pas fini de produire de l'austérité et de peser sur la croissance potentielle dans les 4 ou 5 ans à venir. Mais il y a plus inquiétant. L'euro, incomplet, dépourvu de gouvernement économique véritable, peut produire de la rigueur même lorsque la longue phase d'ajustement que nous connaissons sera achevée. Pour une raison majeure, la zone euro est une zone de divergence. Dans un espace dont le cœur bénéficie des effets d'agglomération, concentre les industries motrices et les compétences, et donc les gains de productivité, la périphérie ne peut jouer la carte de la compétitivité qu'en modérant ses salaires et ses coûts. C'est alors véritablement une Europe à deux vitesses qui se dessine. Les gains de productivité globale, qui sont le socle de la compétitivité des économies du cœur, condamnent à la modération salariale les économies périphériques. Or, si cette modération n'enclenche pas un puissant mouvement d'investissement et que ces économies se spécialisent dans le bas ou moyen de gamme, cela fragilise leur assiette fiscale et limite les investissements collectifs d'éducation, d'infrastructures ou sociaux à forte externalité qui pourraient armer leur rattrapage. Il existe donc un vrai risque de divergence cumulative des économies. Cela veut dire aussi que l'équation budgétaire est beaucoup plus problématique pour les économies du Sud et que les risques financiers peuvent ressurgir à tout moment. Là est le cœur du problème. L'austérité n'est pas qu'un épisode dont on sortira à moyen terme. Elle est inscrite dans les gènes d'une Europe qui diverge et qui a perdu de vue que la convergence réelle des économies et non la stabilité monétaire était au cœur de son projet.